j'appelle les intervenants à nous rejoindre à la table pour ouvrir le débat dans lequel nous allons achever notre workshop de jour. Bien, les débats sont ouverts. Donc, Fadlo, s'il y a des questions, s'il y a des précisions, peut-être des interventions, peut-être des enrichissements, des apports supplémentaires. Davina, c'est un débat, c'est un workshop. Ce n'est pas une journée scientifique classique. Toutes les formes du débat sont autorisées aujourd'hui. Donc celui qui veut apporter quelque chose, une information qu'on a dû donner, qu'on n'a pas donnée, ou bien carrément une question directe, toutes les formes du débat sont autorisées et non pas des questions directes. On a une demi-heure. On a une demi-heure. Donc vous avez la parole. Je vous aborde comme je vais lancer le débat. Allez. Je pense que c'est une question qui est posée un peu à tout le monde, aussi bien aux intervenants, aux conférenciers, tout en les félicitant et en les remerciant pour leur intervention. C'est l'éternel problème entre les mesures de laboratoire et les réalisations sur le terrain. Son cyclisme, un test qui est fait en laboratoire, mais quand c'est sur route, la pluie, les côtes, les descentes, le nombre de coureurs, l'état de la route. Donc il y a beaucoup d'intervenants qui font que des fois, entre les tests de laboratoire et la réalité, l'entraîneur se trouve dans un dilemme. Est-ce que ces tests comme orientation peuvent lui servir au niveau de la préparation de l'entraînement, mais la réalité est tout autre, c'est-à-dire qu'il faut trouver une technologie qui puisse faire des relevés de l'organisme humain en cours de compétition. C'est ce qui se fait un peu dans le foot avec les brassières, dans les différents sports. Je pense que ça, ce sont des tests réels parce que la compétition, c'est tout autre. Ce n'est pas une salle fermée où l'athlète est en train de réaliser son test, c'est d'autres événements qui peuvent survenir, que ce soit des conditions atmosphériques, l'ambiance, l'intérêt de la compétition et autres. Donc c'est ça le problème pour l'entraîneur, c'est ça, c'est quelle est la relation, ou bien quelle est, si vous voulez, la prise en compte de ce test de laboratoire qui puisse lui servir effectivement à l'entraînement et qui puisse lui servir aussi de relation avec le niveau de performance. Tout à l'heure, ça a été évoqué au niveau, par exemple, du volley en disant que les Américains jouent de telle façon. Mais est-ce que l'entraîneur à ce niveau-là, ou bien le passeur, de par sa formation, l'entraîneur, de par les caractéristiques de ses joueurs, n'est pas contraint de jouer de cette manière? Parce qu'il n'a pas les mêmes joueurs que les Américains. C'est compréhensif pour l'entraîneur. Et est-ce que le passeur aussi, sa formation ne lui permet pas aussi de jouer dans des conditions pareilles, oser prendre le risque de jouer différemment? Parce qu'il faut se mettre dans la tête aussi que l'équipe adverse a analysé votre équipe aussi. Hein. Donc elle aussi, elle prend en considération votre façon de jouer. Est-ce que de temps à autre, ce passeur-là ne doit pas innover ou bien initier des choses qu'il n'a pas fait peut-être à l'entraînement ou bien qu'il a réalisé, mais qui puisse un peu surprendre l'adversaire. Donc c'est un peu, si vous voulez, la grande question qui se pose à ce niveau-là. Je ne sais pas quelles sont les précisions que vous pouvez apporter concernant cette question fondamentale pour celui qui est sur le terrain et qui nous écoute et qu'on doit convaincre. Parce que sinon, on restera les éternels sabstélo. Monsieur Oldamar, merci beaucoup d'avoir évoqué cet aspect. Parce qu'effectivement, surtout les sports cycliques, pratiquement, ce problème ne se pose pas beaucoup. Parce que, bon, la quantification de la performance est relativement facile. Hein, c'est un mode de fonctionnement musculaire standard. Donc la quantification de la performance, surtout sur le plan physique. Cependant, les sports collectifs, les sports de combat notamment, posent crucialement ce problème-là. En judo, moi personnellement, j'ai essayé de travailler sur la consommation maximale d'oxygène pendant la situation de combat. Comment peut-on évaluer la consommation mesurée, la consommation maximale d'oxygène chez un combattant qui est en plein combat, sur lequel tu ne peux ni mettre un instrument, ni... Il n'y a aucune... C'est-à-dire c'est très difficile d'imaginer une instrumentation qui puisse permettre d'évaluer la consommation d'oxygène pendant le combat
Et puis comme les combats ne sont pas tous pareils, il y a des combats qui se terminent très rapidement, C'est ça, il y justement. a des combats Overtime, qui vont jusqu'à l'overtime. Donc, vous voyez la problématique. Donc, cette problématique, en essayant de l'aborder, donc finalement, on fait un peu dans l'approximation. C'est-à-dire, on essaie de mettre au point, ou bien de soustraire à l'activité de compétition l'action la plus, plutôt de simuler. Voilà, de simuler le combat qui se rapproche de la situation où la VO2 max est le plus sollicité. D'accord ? Et en trouvant un barème d'évaluation qui puisse quantifier le rendement de travail pendant cette situation-là, et puis de le corréler avec un test avec un test direct de VO2 max connu de laboratoire. Lorsqu'on trouve une corrélation directe, une corrélation élevée, là on peut estimer que ce test-là peut être adopté en tant que test d'évaluation de la VO2 max. Pour être plus précis, donc lorsque j'avais tenté de valider un test que j'ai appelé le 5+1, c'est-à-dire le judoka fait un combat de 5 minutes, il faut qu'il arrive à son niveau d'activité maximale, de résistance, de 5 minutes, de randonnée. C'est-à-dire même il pend, le combat se continue. Donc de façon à solliciter le métabolisme aérobie au maximum, et juste après, lui faire une activité standardisée du nombre d'actions qu'il puisse mener sur 1 minute de travail. On appelle ça du Tukobi. Donc pourquoi le supplément? Parce que c'est des actions que je peux quantifier. Donc on revient à la quantification de la performance. Donc le nombre d'attaques qu'il fait à la fin du combat, j'arrête le combat, ensuite il fait des attaques directes sans résistance du partenaire. Donc on quantifie le nombre, c'est-à-dire le rendement mécanique après la fin des combats. Et à la base de cette performance, essayer de la corréler avec les tests de laboratoire, mesurés au CNMS, pour essayer de trouver, et bien sûr, les résultats, je ne vous cache pas qu'ils sont faibles, peut-être, comment tu as dit, le troisième faible, acceptable, de la catégorie acceptable au maximum, parce qu'il y a plusieurs facteurs. Cependant, en tout cas, pour le deuxième élément de votre question, je ne sais pas, je vais laisser les autres, notamment... Non, il avait résumé, par exemple, le protocole qui se fait au WCC, le Centre mondial de cyclisme, parmi la fois, il y a les 4 minutes, c'est ça, les 4 minutes. Il se trouve que sur le plan de la technologie, ces 4 minutes peuvent faire le passage lors de la compétition dans un état maximal. Et il y a une mise à jour, le Garmin, il y a tel où la puissance TOF les 4 minutes. Donc, par exemple, si on peut le faire les 5 minutes, alors qu'il avait montré cette donnée tout à l'heure, qu'il y a possibilité d'estimer cette VO2 par l'équation de régression de CITCO de 2021. Donc, c'est quelque chose de très récent. Donc, par rapport à mais parce que le cyclisme, il permet sur le plan réglementaire de porter cette technologie. Mais par exemple, l'athlétisme, c'est pas possible, par exemple. Je ne sais pas, le football, c'est possible. L'athlétisme, comment ça utiliser des capteurs de puissance? Des capteurs de puissance, donc je ne sais pas. Mais peut-être les épreuves, de longue durée. Longue durée. Par exemple, pour les sprints, je ne sais pas si c'est faisable. Mais pour la VO2 max, vous savez qu'il y a par exemple, le Cosmed K4, pendant l'entraînement, on peut l'utiliser, le cyclisme, comme l'athlétisme, dans des situations, qui m'a gagné dire, proches de la compétition. Mais ça ne sera jamais la compétition. Qui m'apporte M. Damar, et les conditions, tu as l'adversaire, on peut se rapprocher, mais déjà la motivation, l'aspect mental, les conditions, la concurrence, l'adversaire ne sont pas présents, par exemple. Même si on peut créer les conditions, le vent, la résistance de vent, la côte, etc. Mais il y a certaines choses qui manqueront toujours. Donc, là, les capteurs de puissance pendant la compétition, la réglementation le permet, le Garmin, les 3 variantes, que ce soit les pédales, le moyeu arrière, le SRM sur la manivelle, donc c'est faisable.
C'est là justement où se pose la question dans la mesure où la performance prend en considération tous les facteurs physiologiques, psychologiques du sportif à l'instant voulu. Pourquoi on cherche à explorer cette performance à travers des tests, puisque la performance le permet. Justement, c'est là, tout à l'heure j'avais introduit avec l'explication justement qu'a donné lorsqu'il dit, on cherche à remonter vers les facteurs qui ont induit cette performance pour l'améliorer encore. C'est là tout l'intérêt de l'évaluation. Je saute sur l'occasion, parce que la performance pendant la compétition, c'est un tout, c'est quelque chose de global. Alors qu'en réalité, elle est multifactorielle, et si on s'intéresse aux exigences de la performance, on représente les différents facteurs. Donc, les tests permettent de décortiquer chaque facteur à part. C'est ce qu'on ne peut pas faire la compétition. Non, mais par exemple, si on prend un exemple pour le cycliste, est-ce qu'on ne peut pas à distance, avec des capteurs, au début d'une montée, par exemple, qui est importante, en fin de course, par exemple, en fonction de la réaction de l'organisme, que le responsable technique, justement, puisse dire à l'athlète, dans son oreillette, oui, vas-y, fonce, ou bien non, ne fonce pas, parce que tu as un certain niveau qui ne te permet pas, justement, de faire une montée rapide, parce que sinon, tu risques de caler au milieu, etc. C'est possible, avec la technologie, il y a des interférences. Il y a des interférences, qui coulent plusieurs capteurs, tu as plusieurs coureurs à côté, la distance elle véhicule à la mais quand c'est prêt, c'est possible. Mais il y a des interférences, tu as la technologie, d'accord, et l'interférence, tu as la distance. Donc, si tu veux, donc, généralement, c'est le coureur qui décide d'attaquer, ou bien c'est parce qu'il connaît ses capacités, a nous des références par rapport à la puissance des limites terreur, donc il ne peut pas se mettre au rouge alors que voir il dépasse les limites. C'est par rapport à ça. Parce que le coureur c'est en même temps. Il est dirigé par c'est les professionnels. Flandrement, il est son propre coach. La compétition, il est son propre coach, lui-même. D'accord? Parce qu'à un certain niveau, il faut vraiment. La dernière fois, on avait ramené une journée scientifique, là, le sport et Ramadan. On avait ramené 3 coureurs. Là, j'ai été impressionné par le niveau de compétence technique. Ils sont des jeunes, donc ils sont à jour. À l'heure de l'Internet, à l'heure de technologie. Donc c'est à nous de se mettre à leur niveau. Et ils vont nous dépasser. On parle aussi que le problème au niveau de cette approximation entre le laboratoire et le terrain, ce n'est pas justement une question technique, mais aussi, elle peut même partir jusqu'à une question éthique. Parce que si on voit par exemple les dernières technologies qui mettent à Elon Musk, la puce qui a mis dans le cerveau du cobaye pour essayer d'avoir toutes les analyses physiologiques et tout. Donc éthiquement, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas accepter ces choses-là. Donc on aura toujours, même s'il y aura une avancée technologique, peut-être le côté éthique va nous bloquer. Aussi, je voudrais ajouter qu'il y a un petit mot, une fois, pour bien clarifier ce point-là, notre essai de se rapprocher de la vérité. Donc, une fois, Einstein a eu une rencontre avec Mahatma Gandhi et il a parlé sur la réalité absolue et tout dans ses études. Et après, Gandhi lui a dit que la réalité, elle est relative, mais la vérité, elle est abstraite. Elle est abstraite. Donc, en fait, la réalité, elle est relative à chacun de nous. Donc, même si on fait des tests au minimum, il y a une personne qui peut, peut-être d'un côté psychologique ou quelque chose comme ça, qui peut affecter les résultats. Donc, on ne pourra jamais arriver à trouver la vérité totale et absolue. Il y a un degré d'ignorance. Ouais, Ça, par exemple, ça nous a permis, par exemple, au niveau de l'équipe nationale, bon, je parle des années bien avant, d'avoir un joueur qui, lors des tests de VO2 masse, on s'est rendu compte qu'il avait un résultat de sédentaire. Et ce qui expliquait que dans la compétition, il faisait des hauts et des bas. C'est-à-dire, à ce moment-là, on s'est rendu compte avec le médecin qu'il fallait soit le faire jouer en début de compétition, puisqu'il était excellent en attaque, il nous ramenait des points, soit il fallait le sortir ensuite et le garder à la fin
à l'approche de la fin du set, le faire entrer à nouveau. Donc ça nous permet quand même de déceler au moins certaines conditions que l'athlète peut-être, si vous voulez, l'organisme de l'athlète puisse répondre de telle ou telle manière en compétition et à ce moment-là de faire une adaptation des résultats lors de la compétition, en dehors des autres conditions externes, effectivement, qui risquent d'évoluer en fonction du match. Mais c'est toujours quand même un apport pour l'entraîneur, hein, qu'on le veuille ou non. Il y a une autre question qui a été suscitée tout à l'heure par rapport à l'intervention de M. Landa et Dr Hilaoui. C'est vrai que l'outil présenté est très intéressant pour l'analyse tactique de l'équipe, c'est ça? L'analyse tactique des équipes de volleyball. Mais ça aurait été, nous pensons qu'il aurait été intéressant peut-être de recouper avec un facteur biologique ou un facteur biométrique, celui de la taille. Si peut-être un recoupement entre les résultats obtenus par rapport à un facteur, celui de la taille qui est déterminant dans le volleyball, est-ce que ça n'aurait pas donné encore des résultats plus intéressants pour l'exploitation de cet outil dans les compétitions? Peut-être si tu... Pardon, j'interviens justement sur... ça. Hélas, c'est mon métier qui fait que bon, j'interviens beaucoup plus sur... Vous avez tous les droits. Oui, sur le volleyball, effectivement, la technologie actuelle, quelles que soient les disciplines, elle a un apport substantiel de compréhension de l'effort que fait un athlète, qu'il soit en sport collectif ou en sport individuel. Sauf qu'il y a différents secteurs. Le secteur où on utilise un engin, comme le cyclisme, et le secteur où on n'utilise pas d'engin. Et là, c'est déjà assez compliqué. Pour rebondir sur le volleyball, chaque action en volleyball, elle est déterminée par l'action précédente. Ça n'existe pas une action comme ça, comme en individuel, au cyclisme. C'est le cycliste qui détermine, qui décide de foncer, de rouler, de s'accrocher, de se protéger contre le vent. Enfin, c'est collectif. Là, c'est ça. Les choses les plus complexes sont en sport collectif. En sport individuel, plus ou moins, il y a une très grande avancée sur les technologies. En sport collectif, qu'est-ce qu'on peut vérifier sur l'athlète quand il joue? Que sa fréquence cardiaque, en fin de compte, les ceintures au niveau des chevilles, c'est comme un petit bracelet. Pourquoi? Parce que quand il plonge, il risque de se faire mal. C'est dans des bracelets, il travaille. Et je rebondis sur le voletech. Le voletech. Ça remonte à dire. Dans votre intervention, tous les tableaux que vous nous avez présentés, c'est bien. Mais est-ce que ce sont des tableaux par match ou En général. tous les matchs? D'accord. D'accord, j'arrive. Et comment dirais-je, quand le statisticien il est à côté de l'entraîneur et il fait, c'est en temps réel qu'il lui donne les chiffres à l'entraîneur, en temps réel. Pendant les temps morts ou pendant quoi? Pendant le temps mort et parfois par Bluetooth. D'accord. Et parfois, la tablette aussi à l'entraîneur, il bat le schéma. Par exemple, le tableau littéraire. On bat qu'il a la figure. On bat qu'il y a des schémas plus faciles pour chaque. C'est un terrain de volley. Les zones d'attaque, les zones de réception, on gagne. Je connais plus qu'on l'a commandé pour le laboratoire. Dr Hasni, personne ne l'a utilisé. Comme par hasard, personne ne l'a utilisé. Alors, on a les 3 licences d'AO. On a demandé à la fédération, on a demandé pour que. Voilà. Tout le monde est parti. En 2013. L'un des premiers. Actuellement, pour votre information, il y a des logiciels. C'est comme dans l'Optojump. Quand vous faites comme ça, avec une batterie de tests que tu peux faire. Tu choisis. Non, ils sont arrivés avec des logiciels où ils sont rentrés dans l'entraînement. Si tu veux, dans ton objectif de la séance, tu veux faire puissance, puissance, bloc, attaque.
bloc attaque. Le logiciel il y a un nombre d'exercices spécifiques avec les charges que tu dois charger, que tu dois choisir. Elle a dit que la technologie elle est bien, mais il faut faire très attention au facteur humain. Le facteur humain, versatile, hein, il est changeant. Il est changeant. L'explication pour le passeur que vous avez observé, c'est pas moi, c'est ça? Oui. L'explication, pourquoi il travaille beaucoup plus avec le centre qu'avec les autres. Oui. Tout simplement parce que pendant 8 ans, il était avec Saad à Borjboire. J'ai joué régulièrement avec lui. Non, 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 non. Une des explications. Une des explications. Non, non. Une des explications. Elle a dit que le joueur, en tant que personne, entité comme ça, ne réfléchit pas comme vous voudrez que l'entraîneur réfléchisse et fasse le travail. Mais la question, Rahim, si en situation moyenne, pourquoi il ne joue pas avec comme ça? Mais en situation moyenne, la réception elle est dans les 3 mètres, elle n'est pas au filet. Pas forcément. Tout simplement, il ne veut pas prendre ce risque. Voilà. Parce que sinon, comment vous expliquez? Excusez de comment vous expliquez au championnat d'Afrique, on bat l'Égypte en éliminatoire. Et en finale, l'Égypte nous bat, pratiquement par le même score. Ça s'est répété de la même manière contre la Libye, contre le championnat. On les bat 3-0, en finale, ils nous battent. Donc, il y a le facteur humain qui rentre en ligne de compte, bien sûr, il y a les observations et tout ça. Et ça, c'est très difficile à maîtriser. Très difficile à maîtriser. C'est pour ça que vous trouvez maintenant dans les staffs, j'extrapole un petit peu, dans les staffs techniques, en sport collectif, vous avez vu Barcelone, tout ça, 13 personnes. 13 personnes. Ils sont là, dans les études, dans les analyses, dans l'observation, ils sont tout le temps. Ce qu'on ne peut pas se permettre. Mais bon, c'est une étude qui est acceptable, c'est une très bonne étude. Mais parce que M. Karboua aussi n'était pas un passeur au départ. Il n'était pas un passeur. Donc il n'a pas été formé pour la passe. Il s'est transformé en passeur. Non, juste... oui. Qui donne les statistiques, automatiquement, en moyenne, la balle proche le poste 4. Oui. Automatiquement. Normalement, le renversement. Ouais, le même Pour chose. décaler le bloc. Ouais. Le 6 sur place. Qui veut dire qu'à Parce qu'au niveau des techniques, il n'a pas appris ça. Il n'a pas appris. Il peut mettre sur la paille, en renversement sur la paille, ou sur la position 1. D'autant plus que c'est Eken était le plus efficace. Exactement. Ben voilà. Avec ses comptes. Dans sa formation. Non, je raccourcis parce que sinon ça va. Voilà, merci. Monsieur Une question, le docteur Hassaini. Enfin, deux questions. L'un est d'ordre théorique, et la deuxième elle est d'ordre pratique. La première, vous avez parlé de motoneurones alpha. Ouais. Les motoneurones alpha sont plus liés au fuseau neuromusculaire que la fibre musculaire. D'accord. Donc c'est cette unité, tu as les motoneurones, le fuseau neuromusculaire, qui décide de la longueur du muscle pendant le freinage. D'accord. Pendant le freinage. On bat, parce que j'ai confirmé les bacs. Il y a normalement après ça, après un certain moment, lorsqu'il y a étirement, elle est remplacée par ce qu'on appelait l'étirement réflexe inversé. Donc, parce que ça myotatique, mais l'étirement réflexe inversé qui permet de l'étirement des tendons par l'intervention des appareils de Golgi à l'intérieur du tendon. C'est bien ça, parce que j'ai cru que lors de la présentation, vous parliez à la fibre musculaire, non pas mal le fuseau. C'est justement, on parlait de la théorie Landa, donc l'idée, parce que ce que vous êtes en train d'expliquer maintenant, c'est la théorie classique qui parle de ça. Quand on voit de cette théorie Landa, pour elle, non, l'activation de ces fibres musculaires précisément, de la fibre précisément, elles disent que vous avez une constante, une variable que tu dois toujours gérer, c'est la variable lambda. Donc si tu veux faire un geste précis, donc cette variable toujours elle change.
Et toujours, le muscle, automatiquement, il va suivre dans sa contraction pour essayer toujours de se stabiliser vers cette constante-là. Donc pour eux, c'est ça. Ça dépend de quoi la constante? Cette constante-là dépend de le geste que tu veux. Même s'il y a répétition Même s'il y a une répétition de mouvement, Donc, donc tu c'est vois, pas bien. Il doit être très rapide dans ses vagues. Pour eux, toujours, c'est une situation de stabilité qui se déstabilise pour se restabiliser après. Parce que là, il y a un risque. pratiquement la même. Un risque, lorsque, par exemple, le haut niveau peut-être en règle les angles de mouvement, etc. Mais quelqu'un en début de préparation, un débutant, la théorie lambda ne peut pas fonctionner parce qu'il peut y avoir. Alors, je tout la notion de courbature. Parce qu'il y a des lésions, il y a même des déchirures musculaires. Si on n'arrive pas, c'est parce que la stabilité de la longueur pendant l'étirement, je pense qu'à mon avis, il y a toujours un risque. La théorie, elle explique. Sur la blessure. La théorie, elle explique la contraction, comment elle se fait. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y aura des répercussions sur des gens qui ne peuvent pas faire ce qu'ils souhaitent faire. Donc des fois, même si je prends un exemple, des fois, un ancien athlète ou un ancien joueur, psychiquement, il dire un geste X. Bien. Et physiquement, il ne peut pas faire ça. Donc automatiquement, il va le faire réellement. Mais automatiquement, il y aura des répercussions musculaires. حاجه واحده اخرى الانبودي درت اسكي يعطيك la masse musculaire globale ou la segmentaire. Il y a tel que le global et le segmentaire. Le segmentaire. بصح le degré, le pourcentage d'activation. Justement, et c'est ça. Est-ce que l'in-body permet de donner le pourcentage, parce que là, l'in-body, c'est dans une situation de repos. Le pourcentage d'activation pendant l'activité, pendant la contraction, pendant le mouvement. Mais justement, le in-body, pour qu'il donne le résultat, donc automatiquement, le flux électrique, donc il va passer par tous les fibres musculaires. Tous. Donc, on a la totalité de le 100% des fibres musculaires. Il y a l'électricité. Pour qu'il nous donne cette estimation. Oui. Mais, le geste, par exemple, le test, le squat jump, on sait bien que ce n'est pas tous les fibres qui seront actives. Donc, l'idée, c'était de voir la différence des tsarabinatons. Parce que automatiquement, dans la pratique, je veux savoir. Dans la pratique, dans la pratique, est-ce que je peux, par exemple, un cycliste, donc dans le test, pendant le test, est-ce que je peux déterminer le pourcentage d'activation, par exemple, quand le cycliste est sur scène, ou là, quand il est en danseuse, par exemple? Est-ce qu'on peut le faire? Si on peut le faire, c'est extraordinaire. Justement, c'est ça ce qu'on essaye de faire maintenant, l'utilisation d'elle. Donc, nous, dès le début, on sait qu'on doit connaître le 100% de notre muscle. Le muscle, on va prendre par exemple le biceps fémoral. On dit la masse musculaire totale, c'est temps X. Et après, avec les deuxièmes tests qui seront fonctionnels, on essaie de trouver le Y. Donc automatiquement, avec un pourcentage, on saura combien qui seront actifs et non actifs. Vous avez donné l'exemple de le squat jump. Doré a donné l'exemple à 6 secondes. D'accord. Si et vous avez déterminé la puissance globale, est-ce que la puissance TAO, je peux déterminer le pourcentage segmentaire avec les mêmes coefficients que vous avez utilisés? Dans les 3 niveaux de coefficients. Sincèrement, je ne sais pas. Justement, on doit faire d'autres études, bien sûr, pour avoir si l'utilisation de test et le docteur Doré, est-ce qu'il sera corrélatif avec les résultats de l'ERGONA? Si ce sera parce que vous avez présenté quelque chose de très intéressant. Très intéressant, là on est intéressé. Moi je m'attendais à ce que les volleyeurs soient intéressés par ce que vous avez présenté, parce que les volleyeurs, ce que je sais, c'est la détente en volleyball, elle est déterminante dans la performance, surtout pour le smash, etc. Donc, connaître le taux de participation d'unité motrice, le phénomène de recrutement d'unité motrice, c'est lui qui détermine le taux de force-vitesse. Parce que, parlons biomécaniquement, notre principe, si on va à la base, c'est juste qu'il y a une force active, il y a une force contrainte. Donc notre objectif principal, c'est bien d'augmenter notre force active pour bien gagner plus dans le temps, dans l'acte moteur, précisément. Bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Ce qu'il faut dire en particulier, c'est que la prédiction de la performance ne peut pas être absolue. Elle ne peut être que relative dans tous les cas de figure. Quand vous avez cité tout à l'heure l'athlétisme, un lanceur de javelot, il lance son javelot, c'est un engin, il est soumis à d'autres facteurs extérieurs qui peuvent prolonger la longueur du jet ou la ralentir. Pour un sprinter, exactement la même chose. Est-ce qu'on peut comparer, par exemple, un Bolt à un Carl Lewis? C'est deux types différents, finalement, qui agissent sur le terrain, qui exploitent leurs possibilités propres pour actionner la performance. Mais la performance dans l'absolu est la somme d'un certain nombre de facteurs physiques, parfois, pour produire la performance. Mais ce qui doit faire la différence concernant finalement tout ce qui est prédiction de performance ou évaluation, c'est justement ce facteur évaluation qui peut se prolonger dans le temps. C'est un travail de tous les instants. On ne peut pas dire aujourd'hui, ça y est, j'ai évalué telle personne par rapport aux résultats des tests, je vais avoir telle performance. J'ai toujours en tête. L'évaluation, l'évaluation, elle est sujette à une planification qui va les charges d'entraînement. Qui va dire qu'il va planifier l'évaluation. L'évaluation qui est permanente. Bien sûr, il y a des évaluations, il n'y a pas une évaluation. J'ai toujours en tête le résultat d'une expérience qui a été réalisée, qui nous a été rapportée par un de nos profs à l'époque, un Polonais, qui disait, on a reçu un certain nombre d'enfants qui ont fait des tests, c'était pour les courses de haies. Et puis, parmi ces enfants, il y a des enfants qui ont été bien entendu sélectionnés et ils sont rentrés, mais il y avait 2 athlètes qui, eux, n'avaient pas répondu, finalement, à la nature des tests qui a été pratiqués par les expérimentateurs de l'époque, et qui s'est trouvé un entraîneur assez fou pour dire, ces 2 athlètes, moi je ne les renvoie pas. Il prend les athlètes, il prend en charge leur entraînement, et ces 2 athlètes-là, pratiquement, ont surpassé tous les autres, parce que tous les 2, ils ont fini finalistes du 110 mètres haie au niveau des Jeux Olympiques. Alors que les prédictions qui avaient été faites au départ semblaient finalement les éliminer. Donc c'est pour dire tout simplement que les tests ne peuvent avoir qu'une valeur relative à tous les aspects. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Dans l'acte pédagogique, on commence avec quoi? On commence avec les objectifs. D'accord? On commence un objectif. Après l'objectif, pour réaliser l'objectif, je dois mettre le curricula pour atteindre cet objectif. Donc, après le curricula, le curricula, c'est pluriel. Curriculum. En réalité, il y a des curricula, il n'y a pas un curriculum. Donc, ils sont partagés, ils sont jalonnés par des évaluations. Donc, il y a une rétroaction, l'information que je retiens pour prendre des décisions. Parmi les décisions que je dois prendre, la décision peut concerner le choix du test lui-même. D'accord? Peut-être le cas le test n'a pas été approprié. Parce que, là, je l'ai évoqué lorsque je parlais d'effet de la croissance rapide et lente sur la performance. Physiquement bien, alors que le petit chétif parce que tout simplement, il ne réalise pas physiquement la chose, mais si on tient compte d'autres facteurs de la motricité, peut-être il dépasse les autres. Et quand, à la fin de la puberté, il peut les dépasser, les rattraper et les dépasser. Ça, on l'a toujours dit. Il faut à la sélection, il faut toujours se remettre en question et créer les groupes de niveau. Par exemple, en football, c'est le plan Maradona. Quand ils étaient jeunes, il était pratiquement, il était retardé sur le plan physiologique, sur le plan biologique.
était retardé de 3 ans. Par exemple, quand ils avaient 10 ans, il avait un âge biologique de 7 ans. Pour vous dire. Donc, il a été traité comme des hormones, etc. Donc, physiquement, il était à côté. Quand il s'agit de duel, assez semblable, de courses, etc., de courses rapides pour aller chercher le ballon. Mais une fois il avait le ballon, sur le plan de la motricité, il maîtrisait. Pareil pour Diego Maradona. D'ailleurs, John Burns, il le dit dans son livre, Diego Maradona, la main de Dieu. La hand God. Il le décrit parfaitement. La situation, elle est décrite pour Lionel Messi. Donc, la rétroaction peut concerner non seulement le curriculum, c'est-à-dire le programme d'entraînement, le programme de compétition, mais même les épreuves d'évaluation peuvent ne pas être appropriées. Je comprends la question de M. Tahar, c'est que ce qu'il pose comme remarque s'inscrit directement dans la tâche ou la mission de la sélection et de l'orientation. Parce que beaucoup d'erreurs peuvent être commises, c'est-à-dire en optant, en déterminant, en disant que ceux-là feront des performances et ceux-là seront moins, alors que, c'est-à-dire qu'il faut un ajustement à toutes les étapes. Il faut plusieurs étapes pour procéder à la sélection et l'orientation. Donc, on donne la parole à M. Itali. Alors, moi j'ai juste 2 petites remarques. D'abord, je voudrais revenir sur la question qui a été traitée par Dr Yadiaoui et notre cher collègue. Je regrette une chose, c'est que l'absence de la question de l'état de l'art sur la problématique du passeur. Et moi, je vous renvoie à l'article de Éloi 2009 sur le style du passeur en volleyball. Dans cette étude, cet auteur traite des 3 dimensions du passeur, la dimension spatio-temporelle, la dimension stratégico-tactique et la dimension technico-technique. Et j'aurais bien aimé que vous auriez pu choisir l'une des dimensions pour analyser votre passeur et le remettre par rapport à ce qui se fait de meilleur au monde. Parce que l'étude en elle-même, elle est intéressante, mais votre analyse, votre conclusion, je la trouve un petit peu subjective. Parce qu'il faut toujours se comparer à ce qui se fait de meilleur ailleurs. Et l'état de l'art aurait pu vous permettre justement de positionner votre passeur par rapport à ce qui se fait de meilleur au niveau mondial, etc. Ça, c'est juste une remarque que j'aurais... Pour les écarts. Pour identifier les écarts. 2009, en volleyball, même si je suis judoka, mais il m'arrive de temps en temps de m'intéresser à d'autres disciplines. Et la deuxième remarque, je voudrais revenir sur le calcul de la masse musculaire fonctionnelle. Je regrette aussi qu'on utilise encore une formule de Tiani qui date de 1982, que je trouve un petit peu obsolète, scientifiquement parlant. 1982, ça remonte à 43 ans. On aurait pu, je ne sais pas, depuis ce temps-là, remettre en question cette formule et trouver d'autres normes. Donc, je trouve que la formule en l'utilisant à ce jour, elle biaise un petit peu vos résultats. Et j'aurais aimé qu'on remette en cause cette formule en proposant une formule récente, en tenant compte des spécificités de la performance actuelle de la population entière. Parce que le contexte de 1982, ce n'est pas le contexte de 2025. Vous imaginez bien quelle est la différence entre ces 2 contextes, elle est énorme. Donc, utiliser une formule qui date de 1982, je trouve, qui biaise un petit peu les résultats de votre étude. Je vous remercie. C'est ça. Donc, s'il y a des c'est bon, je pense que... Donc, juste pour une petite remarque, juste concernant la formule à dire. Donc, c'est tout simple qu'on aurait pu prendre quelque chose de plus expertise, donc utiliser par exemple une plateforme de force pour bien estimer la puissance dans le squat jump. Mais l'objectif principal, c'était d'essayer de mettre des choses qui seront plus simplifiées et plus de terrain. Parce que la plateforme de force, ce n'est pas tous les entraîneurs après qu'ils auront ça. L'objectif principal, c'est après l'utilisation du terrain qui est maintenant le docteur. Donc c'est la réalité.
Donc on ne peut pas avoir de cette technologie chez tout le monde. Donc la seule solution, c'était d'avoir ces tests indirects pour essayer d'estimer cette puissance-là. C'est ça, juste. Bien. تفضل. La communication هذا j'ai pas comparé Amir Qarboua, Christensen, par exemple le passeur de l'Amérique en 2023 les deux championnats du monde. Il y a des bases اللي لازم نخدموا عليهم. Par exemple كي تكون la réception proche au 4 اللي قبيله قلتها للشيخ زدومي سي لو رونفيرسمون فير لو 2 باش نفتح البلوك باش يكون الوقت لاطاكون تاعي باش يخمم وين يحط لا بال et le bloqueur lié qui تفتح donc تكون صعيبه في l'organisation alors que ne pas son 4 ça c'est pas علم كبير ولا سي حاجه اوتوماتيك بال بروش للكات نبعثها للدو بال بروش للدو نبعثها للكات باش نحلو بلوك ومن بعد كي تكون الحوايج كبار سي لا بايب اللي تكون صعيبه عليه بارابور ليزاتليت اللي عنده مي بارابور ليزاتليت اللي عنده لو رونفيرسمون ما راحش يدير لهم بروبليم بالعكس راح يدير له سوليسيون لاتليت تاعو باش يعطاك لا بال كيما يحب Apparemment, vous m'avez pas compris. Il y a des fondements, Je comprends, monsieur Etali. Il y a des fondements dans la présentation. Il faut toujours Se positionner par rapport aux études antérieures. Gaston de Bachelard, qu'est-ce qu'il dit? Un fait, parce qu'il s'agit d'un fait scientifique. Un fait scientifique est conquis, constaté et construit. Conquis, constaté et construit par rapport à ce qui a été fait précédemment. Donc là, monsieur, il faut toujours se baser sur ce qui a été fait. Votre problématique doit être positionnée par rapport aux études antérieures. Absolument. Et non pas inventer du néant avec. C'est ce que je veux qu'on remarque. Non, même si c'est, c'est-à-dire, on est parti d'une idée qui est intéressante, il y a une problématique, il faut la faire asseoir sur des études précédentes. Moi, ce que j'ai compris, il faut les présenter. Une étude, des études de Moi, ce que j'ai compris dans la présentation donc ils nous ont démontré un outil d'évaluation. C'est pour montrer l'outil. Ils ont présenté un outil d'évaluation. Donc ce n'est pas une étude scientifique avec des résultats comme ça, académiques, qui peuvent être peut-être publiés. Mais là, ils nous ont fait découvrir un outil qui peut être, qui m'a apporté soit par comparaison, donc trouver donner d'autres résultats, ou bien recoupé par d'autres paramètres tels que les facteurs biométriques tels qu'on a soulevé tout à l'heure. Mais je trouve quand même une présentation très brillante. Comme ça, donc sur ce, je vous remercie tous d'avoir participé à ce débat, et particulièrement aux intervenants cette journée. Donc, en souhaitant vous revoir si tôt, donc vous êtes invité à une petite collation tout à l'heure. Et les débats là-bas peuvent continuer.